Enfin, une véritable percée a eu lieu au Moyen-Orient. Les États-Unis d'Amérique et Israël discutent d'un blocus terrestre de l'Iran. Il s'agit d'un plan destiné à renforcer la pression économique sur Téhéran après que la campagne militaire contre lui a été suspendue. L'essentiel est que, outre le blocus maritime, les États-Unis et Israël cherchent à imposer un véritable siège à l'Iran, y compris du côté de l'Irak, de la Turquie, du Pakistan, de l'Afghanistan, du Turkménistan, de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, avec lesquels l'Iran partage ses frontières. Et maintenant, la frappe ukrainienne en mer Caspienne contre un navire iranien pourrait également marquer le début du blocus des liens iraniens avec la Russie. Et littéralement le même jour, Donald Trump a annoncé une autre percée historique. Il s'agit d'un accord avec les combattants du Hamas sur le désarmement total dans la bande de Gaza. Mais il y a une nuance ici. Israël lui-même n'a jamais confirmé son soutien à cet accord et laisse entendre qu'il est peu probable qu'il soit mis en œuvre. Dans cet épisode, examinons les deux histoires. Quelle est la nature du blocus contre l'Iran qui se prépare et pourquoi l'accord dans la bande de Gaza pourrait s'effondrer aussi rapidement que Donald Trump en a fait l'annonce aujourd'hui. Je m'appelle Alexei Pecci, discutons de ces deux sujets, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons du cap des 300 000 abonnés, donc je vous serai reconnaissant pour chaque abonnement de votre part. Alors je vais commencer cet épisode par le sujet du blocus de l'Iran. Selon le journal britannique The Telegraph, le président américain Donald Trump et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou envisagent la possibilité d'un blocus terrestre de l'Iran, parmi d'autres options, destiné à renforcer la pression économique sur Téhéran. Cette idée a été discutée lors d'une réunion à la Maison-Blanche le 28 juillet, où Trump et Netanyahou ont discuté du renforcement de la pression sur l'Iran, par des moyens russes et non cinétiques. Je rappelle que c'est précisément à cette période que le ministère des Finances des États-Unis a déclaré qu'il valait mieux faire pression sur l'Iran par des sanctions et un blocus plutôt que par les armes. Selon eux, l'Iran n'a déjà plus de quoi payer ses combattants. C'est pourquoi il faut tout faire pour que la situation économique de l'Iran devienne encore pire. De plus, il est affirmé que Donald Trump estime que sa stratégie actuelle pour débloquer le détroit d'Ormuz est dans une impasse. Et à cet égard, il envisage différentes options d'escalade qui pourraient forcer Téhéran à revenir à la table des négociations. Un blocus terrestre s'inscrirait parfaitement dans sa stratégie de pression maximale contre l'économie iranienne, après un blocus maritime déjà mis en place. Que prévoit exactement ce plan ? Un blocus terrestre. Parce que nous devons imaginer qu'un blocus en mer... D'accord, là, tout est clair. La marine essaie de bloquer l'entrée et la sortie de tous les navires dans les ports iraniens. Et avant cela, le commandement central américain a intensément bombardé Bandar Abbas pour restreindre l'activité du port, et a bombardé l'île de Keshm. En principe, la logique ici est claire. Mais un blocus terrestre, c'est en fait assiéger tout un pays, et l'Iran est assez grand, et il partage des frontières avec un nombre assez important de pays. Voilà. Ce plan exigera des États-Unis et d'Israël de faire pression non pas directement sur l'Iran, mais sur les voisins de l'Iran et ses partenaires régionaux, afin qu'ils ferment ou renforcent le contrôle aux postes frontières. Et cela limitera les flux commerciaux vers et depuis l'Iran. Mais il y a un problème ici. Si nous regardons la géographique, nous verrons que l'Iran partage des frontières avec l'Irak, la Turquie, le Pakistan, l'Afghanistan, le Turkménistan, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui en cas de décision de fermer les frontières, pourraient faire face à des frappes de représailles iraniennes. Et alors, les États-Unis et Israël devront donner certaines garanties que le blocus de l'Iran ne deviendra pas trop dangereuse pour ces pays. Le blocus terrestre pourrait viser des postes frontières clés, tels qu'Incheburun et Nord Sarak, qui relient l'Iran et le Turkménistan. En gros, cela perturberait fortement la chaîne commerciale et les liens, même avec la Chine. C'était donc pas un blocus total, mais une limitation maximale du flux de marchandises. En même temps, le Pakistan et l'Irak pourraient devenir les maillons faibles potentiels de toute cette chaîne.
précisément parce qu'ils ne sont pas des alliés proches des Américains. Et voici une remarque importante. C'est le journal The Telegraph lui-même qui l'a fait. Tout pays qui accepte de coopérer au blocus terrestre risque de subir des conséquences économiques négatives en raison de la réduction du commerce avec l'Iran. C'est pourquoi cela coûte cher à tout le monde. Et cela coûte cher, donc il faudra probablement compenser d'une manière ou d'une autre. Et les pays qui accepteront cela demanderont des compensations à Trump. C'est pourquoi les experts n'excluent pas du tout cette possibilité. Il y a une probabilité que l'annonce du blocus terrestre est une manœuvre de diversion des États-Unis et d'Israël afin de dissimuler à Téhéran les actions réellement en préparation, puisque les États-Unis continuent de rassembler des forces militaires dans la région. Selon un responsable israélien bien informé, les participants à la réunion à la Maison-Blanche du 28 juillet ont discuté de 3 options pour la suite des opérations dans cette guerre, qui a repris mi-juillet après les attaques iraniennes contre des navires dans le détroit d'Ormuz. Parmi celles-ci figuraient la conclusion d'un accord, la poursuite du blocus naval et la reprise des frappes. Le contexte de cette décision est clair. Donald Trump avait déjà déclaré auparavant que les États-Unis pourraient reprendre une opération militaire contre l'Iran s'ils n'obtenaient pas tout ce qu'ils voulaient des négociations. Eh bien, cela signifie que le blocus terrestre est apparemment un levier de pression économique intermédiaire, qui est envisagé comme une alternative ou un complément à de nouvelles frappes aériennes, tant que les négociations se poursuivent via Oman et d'autres canaux de médiation. Maintenant, la deuxième grande nouvelle du jour, et à mon avis, elle est bien plus retentissante. Donald Trump a annoncé aujourd'hui sur son réseau social Truth Social ce qui suit, je cite. Aujourd'hui, le Conseil de la paix a conclu un accord historique sur le désarmement total du Hamas et de tous les autres groupes armés dans la bande de Gaza. C'est une étape monumentale vers une paix et une sécurité durable. Donald Trump a précisé qu'après le désarmement du Hamas et des autres groupes, les forces israéliennes seront complètement retirées de la bande de Gaza et que les forces internationales de stabilisation, ainsi que la nouvelle police palestinienne, prendront la place des forces de sécurité. La bande de Gaza sera administrée par un comité national technocratique, une structure qui n'est directement liée ni au Hamas, ni à l'actuelle direction de l'autorité nationale palestinienne. Et voilà que Trump a remercié l'Égypte, le Qatar et la Turquie pour leur médiation. Un tel accord, comme on l'a appris, a été signé le 30 juillet à El Alamein, en Égypte. Et c'est la première fois dans toute l'histoire de ce mouvement terroriste que le Hamas ait accepté ne serait-ce que des limites concernant les armements. Les négociations ont duré des mois. Et lors de la phase finale, ce sont précisément l'Égypte, le Qatar et la Turquie qui ont exercé une pression constante sur le Hamas pour qu'il accepte des conditions qu'il avait auparavant catégoriquement rejetées. Et maintenant, selon le plan, attention, selon le plan, toutes les armes lourdes et légères du Hamas et des autres groupes armés doivent être neutralisées dans un délai de 6 à 8 mois. Souvenez-vous de ce point, toutes les armes lourdes et légères. Mais bien sûr, il y a une nuance. Quelques heures seulement après la déclaration de Donald Trump, il est devenu clair qu'Israël n'a pas soutenu cet accord. Une source de Reuters au sein de la direction israélienne a déclaré, des mois avant la déclaration de Donald Trump, ce qui suit. Israël exige le désarmement total du Hamas, y compris le retrait des armes de Gaza et la démilitarisation complète du secteur, comme condition préalable à tout processus. Il a souligné que le document de 15 points en question ne répond pas de manière satisfaisante à ces exigences, et c'est pourquoi Israël a exprimé ses objections. Encore une fois, Israël exige le retrait complet de toutes ces armes de la bande de Gaza, alors que cet accord que Trump aurait soi-disant annoncé prévoit la destruction, la mise hors service de ces armes, mais elles resteront dans la bande de Gaza. Selon Axios, Netanyahou a rencontré mardi dans le bureau ovale l'envoyé spécial Steven Witkoff et lui a dit qu'Israël soutient la poursuite des négociations, mais cette formulation est loin d'être une approbation des conditions concrètes qui sont actuellement sur la table. Et selon le Jerusalem Post, Israël avait déjà transmis ses objections à l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair,
qui agit actuellement comme médiateur. Et une source distincte à ajouter, assez fermement, très fermement. Il n'y aura pas d'exception pour certaines armes ou certaines personnes. Un seul pouvoir, une seule loi, une seule arme, et rien d'autre. Il y a aussi des exigences en retour. D'un autre côté, le représentant de la délégation de négociation du Hamas, Razi Ahmad, a déclaré au journal Al Jazeera que le mouvement ne commencera pas à se désarmer tant que les forces israéliennes n'auront pas complètement quitté la bande de Gaza. Après cela, au sein du Hamas, ils ont également précisé un détail clé. Attention, je ne l'ai pas dit par hasard, souvenez-vous du point concernant les armes lourdes. Voilà. Désormais, le Hamas affirme que les armes lourdes seront sous le contrôle de l'administration palestinienne qui sera créée à Gaza et qu'elles ne pourront pas être remises à Israël ou à tout autre pays non palestinien. Autrement dit, le Hamas semble avoir accepté de détruire les armes lourdes, si l'on en croit la déclaration de Trump, mais en même temps, il semble ne pas avoir accepté, si l'on en croit la déclaration du Hamas lui-même. C'est-à-dire, il semble qu'ils se soient mis d'accord sur quelque chose, mais en réalité, ils ne se sont mis d'accord sur rien. Et excusez-moi, mais cela ressemble à une impasse classique. Qu'est-ce qui vient en premier? La poule ou l'œuf? L'œuf ou la poule? Qu'est-ce que je veux dire? Israël exige le désarmement du Hamas comme condition préalable au retrait des troupes israéliennes. Et le Hamas refuse de se désarmer tant que les troupes israéliennes ne sont pas complètement retirées. Et donc, les représentants des États-Unis et du Conseil de Minsk ont déclaré aux journalistes que le processus de désarmement commencerait déjà le mois prochain. Mais le simple fait que le Hamas démente souvent publiquement les accords une fois qu'ils ont été annoncés rend toute cette structure extrêmement fragile. Le sort des armes légères et personnelles des combattants reste aussi incertain. Cette question n'est absolument pas abordée dans l'accord. Et n'importe quel combattant peut dire « Écoutez, j'ai ici 7 fusils d'assaut AK. Ce sont mes armes personnelles. Vous n'avez pas précisé ce qu'il faut en faire. Ce ne sont pas les armes du mouvement Hamas. Ce sont mes fusils personnels. Il n'est indiqué nulle part ce qu'il faut en faire. » Le bilan de toute cette émission est le suivant. Premièrement, 1. Le blocus terrestre de l'Iran et l'accord sur la bande de Gaza sont des tentatives de Washington d'obtenir des résultats par des moyens diplomatiques et économiques, là où la pression militaire a soit été suspendue, soit est devenue trop risquée et coûteuse. 2. Dans les deux cas, la mise en œuvre réelle du plan dépend de tiers qui n'ont pas publiquement confirmé leur participation. 3. Les voisins de l'Iran en cas de blocus, et Israël dans le cas de la bande de Gaza. C'est-à-dire que Donald Trump annonce à nouveau « Nous avons conclu un accord avec le Hamas, mais Israël est au courant, sans toutefois le confirmer. Les États-Unis veulent imposer un blocus terrestre à l'Iran, mais doivent d'abord obtenir l'accord de plusieurs pays. On ne sait pas encore s'ils sont parvenus à un accord ou non, et dans les deux cas, il y a un risque que le plan reste simplement sur le papier. 5. La troisième idée, celle du blocus de l'Iran, pourrait être une manœuvre de diversion, et en réalité, quelque chose de complètement différent pourrait être en préparation. Pour le Moyen-Orient dans son ensemble, cela signifie la poursuite d'une période d'incertitude. En même temps, l'asphyxie économique de l'Iran et le désarmement du Hamas sont sur la table. Mais aucun de ces processus n'a de mécanisme clair de coercition si l'une des parties refuse de remplir sa part de cet accord. Supposons que le Hamas dise « J'en veux plus, j'ai changé d'avis ». Et que faire ? Ou qu'Israël dise « Le Hamas est désarmé, mais nous ne retirerons pas nos troupes de Gaza ». Et que faire dans ce cas ? Ces points ne sont absolument pas précisés. Je vais m'arrêter là, partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.